Ok, donc c'est parti. Rebonjour à tous pour ceux qui étaient là en introduction. Bonjour aux autres. Je m'appelle Julien Coriolan. Je travaille donc chez Microsoft France en tant qu'évangéliste technique sur tout ce qui est scénario, architecture cloud, DevOps. Et donc plutôt ici avec une casquette, on va dire, DevOps aujourd'hui. J'ai un background de développeur plutôt. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette session avec Jean-Sébastien Dupuis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et donc je suis également évangéliste technique et mon périmètre c'est plutôt le développement d'applications mobiles et également tout ce qui est agent conversationnel, les chatbots. Voilà. Mais pour aujourd'hui ça va être surtout applications mobiles et DevOps. Et donc du coup, alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, moi j'avais déjà fait une session sur l'industrialisation du développement avec les outils Microsoft. Alors pour le coup, c'était pas du développement mobile, c'était plutôt du déploiement d'applications back-end dans notre cloud Azure. Et donc du coup, je me suis dit cette année, je vais pas refaire la même chose et j'ai proposé plutôt un sujet autour de l'industrialisation des applications mobiles parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans ce domaine-là et c'est pas forcément quelque chose de naturel de se dire qu'on va pouvoir déployer en continu des applications sur des périphériques mobiles, faire des tests en continu sur tout ça. Et donc aujourd'hui, on va vous démontrer avec Jean-Sébastien que c'est tout à fait possible de le faire, puisque donc merci aux sponsors évidemment. L'agenda de cette session, donc on va vous présenter rapidement avec Jean-Sébastien le projet qu'on va utiliser dans cet exemple. Donc je laisserai JS en parler. Et ensuite, on va vraiment parler du scénario alors qu'on appelle Mobile DevOps chez Microsoft, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de l'intégration continue, du déploiement en continu et de l'amélioration en continu quand on a à travailler avec des applis mobiles à destination de Windows, Android et iOS. Et donc du coup, si on peut... Et on va switcher sur mon PC. Eh bien c'est parfait. Alors, une présentation sur le DevOps mobile sans application mobile, ça aurait été un peu triste. Alors, c'est juste pour vous montrer un peu le projet. C'est une application qui va être faite en Android. Pour ce projet, j'utilise Xamarin. Ça n'a pas spécialement d'importance pour la suite des opérations. J'aurais pu très bien développer cette application avec Android Studio. Ou si ça avait été iOS avec Xcode. Ici, on a choisi d'utiliser Visual Studio, la solution Xamarin. Si vous regardez sur la droite, on a ce type d'architecture. On va avoir trois solutions à l'intérieur de notre projet. Une solution, un projet Android, un projet iOS et un projet Windows. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on développe actuellement en C#. Donc tout ce que vous voyez au-dessus, ce sont des DLL, des ressources qui sont réutilisées dans l'ensemble des trois projets. On va avoir ici, dans le code, la même chose que sur une application Android. On va retrouver la notion d'activité, on va retrouver la notion d'intent pour démarrer une activité. Donc exactement pareil que sur Android Studio. La seule chose qui va changer dans notre cas de figure, c'est que c'est développé en C#. Mais n'y prêtez pas véritablement attention. Si j'exécute l'application, j'ai ici un petit émulateur. Je vais pouvoir voir à quoi elle ressemble. C'est une application de contact professionnel. L'idée, c'est que je vais pouvoir lister mes différents contacts. Je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe, les éditer, ainsi de suite. L'application n'est que prétexte à vous montrer un petit peu ce qui va se passer côté DevOps. Et point très important, l'intégralité de ce code source, il est actuellement sur un repo GitHub qui est sur dxfrance/Acquaint. Et je vais directement faire une modification et faire un commit avant de repasser la main à Julien. Alors, je vais aller dans l'Android manifest.xml. Je vais aller ici, changer tout simplement le numéro de version. On ne va pas faire une modification ultra lourde. Je vais basculer de la version 1.54 à la version 1.55. Et puis, on peut imaginer que j'ai fait plein de modifs qui vont avec. Je vais aller ici dans Team Explorer. Je vais simplement appliquer mes changements, faire un petit commit en disant que c'est bien la version 1.55, commit all, je sauvegarde, je synchronise, je fais mon push et c'est basculé théoriquement sur le GitHub. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça maintenant, alors, Julien? Effectivement, donc ça c'était vraiment pour bien comprendre sur quoi on va travailler. Maintenant, si on peut juste repasser, voilà, merci. On va voir après ce fameux commit fait par Jean-Sébastien, qui a ici sa casquette de développeur, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que lorsqu'il va relancer l'application sur son émulateur, on lui propose une nouvelle version qui a été buildée, testée
qui est correctement intégré avec tous nos outils de gestion de projet et d'industrialisation. Et donc pour ça, on a deux outils qui sont aujourd'hui sur les dernières versions quasi iso-fonctionnels. Team Foundation Server que vous connaissez peut-être, qui est la version on-premise de notre serveur de gestion de projet d'équipe d'industrialisation logicielle, et son petit frère Visual Studio Team Service, qui est la version cloud disponible as a service dans Microsoft Azure, qui a beaucoup évolué ces dernières années pour proposer aujourd'hui un outil qui est cross-platform, donc qui fonctionne évidemment avec les outils Microsoft, mais également avec tout l'écosystème Linux, avec Android, iOS, pour être capable d'industrialiser tout type de projet, quelle que soit la techno que l'on utilise. Et donc du coup, le scénario qu'on va dérouler et qu'on a commencé en introduction avec Jean-Sébastien, c'est celui-ci, à savoir que on a donc le code source de l'application qui est stocké dans GitHub, qui fait office de code repository dans le cas de cet exemple. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en place de l'intégration continue pour être capable d'intégrer le code à chaque fois que les développeurs font des modifications, éventuellement exécuter toute une batterie de tests qui irait avec, bien entendu, et produire un artefact. Donc ici, ça va être un artefact pour Android, donc ça va être un fichier .apk qu'on va vouloir ensuite tester automatiquement, mais c'est-à-dire tester l'application, c'est-à-dire réaliser des tests d'interface graphique sur cette application. Une fois que tout ça sera concluant, on va vouloir mettre à disposition cette application sur les périphériques de nos utilisateurs, dans un premier temps pour faire de la version bêta, et être capable de faire de l'amélioration en continu, c'est-à-dire que directement depuis cette application, nos utilisateurs soient capables de nous remonter du feedback et qu'on soit également capable de détecter tout ce qui est crash pour avoir des rapports complets, réinjecter tout ça dans notre backlog pour pouvoir recommencer le cycle. Donc c'est vraiment l'idée de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, et je vous propose du coup de démarrer tout de suite avec la première étape qui est l'intégration continue. Et donc du coup, ça va se passer dans Visual Studio Team Service que j'ai ouvert ici. Donc pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous reconnaissez peut-être le dashboard que vous avez pour un projet d'équipe dans Team Service. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me permettre d'avoir une vue d'ensemble du statut sur mon projet. Je peux voir les différentes builds qui sont exécutées, les statuts de déploiement, les différentes remontées de mes utilisateurs, etc. Bref, je peux tout gérer depuis cet unique dashboard. Et donc là, ce qui va m'intéresser ici, c'est l'étape de compilation. Donc là, on peut voir qu'il y en a une qui est en cours, qui a été automatiquement déclenchée lorsque Jean-Sébastien a fait son commit. On y reviendra après. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour intégrer du code Xamarin. C'est relativement simple à mettre en place. Donc la première étape ici, c'est de configurer mon repository, parce qu'il aura bien voulu se charger. Voilà. Donc là, en fait, je suis allé lier Visual Studio Team Service à GitHub pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un commit qui soit fait, ça déclenche cette build-là. Et ensuite, je suis venu ici, dans l'onglet Build, définir les différentes étapes. Donc ça, c'est spécifique à Xamarin, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est les étapes qui vont me permettre de compiler mon application, donc générer mon APK, et également générer un projet de test, on en parlera un petit peu après, et donc permettre à cette build de s'exécuter. Donc si je regarde celle qui est actuellement en cours ici, je peux voir que quelque part sur une machine virtuelle en fait, qui est dans Azure, j'ai toute une partie ici qui s'est exécutée, qui m'a permis de générer mon package applicatif pour compiler automatiquement cette application. Alors, donc, la fin de cette étape là, qui s'est réalisée, donc la dernière étape, la build était encore en cours, on va expliquer ce qui est en train de se passer, mais la dernière étape, elle m'a permis de générer le fameux fichier .apk qui représente mon application. J'aurais pu faire une build pour iOS aussi pour obtenir l'application iOS, bien évidemment. Et donc du coup, on va passer à l'étape suivante, qui est toujours dans l'étape de build, ça va être de lancer des tests automatisés. Et pour ça, on va utiliser Xamarin Test Cloud. Alors, Xamarin, pardon. Donc, Xamarin Test Cloud va nous aider à faire des tests d'interface. Puisque, voilà, on le sait, sur Android, il y a pas mal de fragmentation, que ce soit en termes d'appareils, en termes de systèmes d'exploitation. Et si vous êtes déjà retrouvé à tester ce type d'application,
mettre la main sur 5-6 devices dans une entreprise, c'est possible. Si vous commencez à vouloir tester sur les 50 périphériques les plus utilisés du marché, ça devient un petit peu plus compliqué. Eh bien, Xamarin Test Cloud va nous permettre de répondre à cette problématique. On va pouvoir donc créer des tests d'interface avec deux langages. Il manque une slide qui a disparu. Très bien. Et peut-être après, non? Ok, c'est pas grave. Ah bah oui, je l'ai masqué. Autant pour moi. Donc il y a, voilà. Il y a deux manières de créer des tests aujourd'hui d'interface. Une manière native qui est intégrée à C# aujourd'hui et qui est proposée directement par Xamarin. Mais si vous avez l'habitude, par exemple, d'utiliser un framework de type Cucumber, par exemple, pour faire vos tests, eh bien, pas de problème. On peut très bien utiliser Cucumber ainsi que du langage Ruby. Il y a un framework qui a été fait par Xamarin qui s'appelle Calabash et qui va nous permettre également de proposer ce type d'interface. Alors je le redis, ce n'est pas parce que ça s'appelle Xamarin Test Cloud que c'est approprié que à des projets Xamarin. Bien entendu, si vous faites des développements basés sur Android Studio ou Xcode, vous pouvez complètement utiliser cette solution pour faire ce type de test sur vos interfaces. À noter que depuis hier, c'est pour ça que ce n'est pas présent dans la slide, il y a une troisième solution qui est basée sur du Java également pour faire ces tests d'interface. Alors on va repasser sur mon écran. Et ce que vous voyez donc actuellement, eh bien, c'est un test. Voilà à quoi ça ressemble. On va avoir tout simplement les différentes étapes qui vont être exécutées. Par exemple, de prendre un screenshot, ensuite d'aller sur tel ou tel contrôle, de remplir tel champ, ainsi de suite, pour comme ça exécuter un ou plusieurs tests. Ici, j'en avais écrit pas mal, j'en ai jusqu'à 7. Pour les raisons de la démo, pour le moment, on n'a mis qu'un seul. Mais en tout cas, vous avez l'idée. Donc, on va créer nos tests, on va compiler, ça va nous générer une DLL. Et ensuite… Et du coup, juste je t'interromps, là, oui. Ce test-là, en fait, on est d'accord qu'on peut le générer avec le test recorder. Et on peut le générer avec le test recorder. On a intégré dans Visual Studio, ici, un petit outil qui va nous permettre de démarrer un nouveau test. Ça va lancer directement l'application et on va pouvoir aller cliquer sur les différents contrôles pour générer le code que vous voyez actuellement. Ce code a été auto-généré directement par Xamarin Test Recorder. On va aller sur le portail du coup de Xamarin Test Cloud. Ça va ressembler à ça. Et si vous souhaitez déclencher un nouveau test, on va simplement aller dans New Test Run. Ici, j'ai déjà créé l'application, donc je vais aller directement dedans. Je vais faire Next. Et là, tout simplement, vous allez choisir les périphériques qui vous intéressent. Donc, on a un certain nombre de périphériques que vous pouvez choisir. Ça va des anciennes versions d'Android à des versions comme Nougat. On n'a pas le Xamarin, on n'a pas le Galaxy Note 7, mais tout le reste y est. Et on a donc en tout cas les dernières versions de Nougat et les dernières versions d'iOS avec iOS 10. Donc vous choisissez tout simplement vos périphériques. Et donc le point là, au-delà de la blague du Galaxy Note 7, en fait c'est que derrière c'est des vrais devices qui sont dans les data centers. C'est-à-dire qu'il y a des murs de périphériques qui sont dispo, qui sont connectés en USB, etc. Et il y a une fabrique dans Xamarin Test Cloud qui fait que quand vous allez demander en fait l'exécution d'un test, ça va aller vraiment déployer l'application sur le périphérique, exécuter le test, prendre tous les screenshots, etc. Jean-Sébastien va nous montrer les résultats après. Mais donc du coup, potentiellement, ça vous permet de tester en une seule opération votre application sur plus de 2000 périphériques physiques du marché. Quelque chose qui est tout simplement pas réalisable si on a envie de faire ça à la main, ou alors il faut avoir une armée de testeurs et surtout avoir les 2000 périphériques à disposition avec soi. Donc on choisit tout simplement ces périphériques. On passe à l'étape suivante, vous allez choisir le langage, donc ils sont reprovisionnés à chaque fois. Et ensuite, ça vous donne une URL. Donc on voit qu'on a UITest qui est la version C#, Calabash qui pourrait être la version Cucumber, et Appium qui vient d'arriver depuis hier, qui est basé sur du Java. Donc on a une ligne de commande qu'on peut exécuter soit sur un poste macOS X, soit sur un poste Windows. On a un certain nombre d'identifiants à l'intérieur. Mais on a surtout deux points d'entrée qu'on doit compléter. Le premier, ça va être le fichier APK, donc ce qu'on a généré tout à l'heure. Le deuxième, ça va être un pointeur vers le répertoire où se contient la DLL de test que je viens de générer et qui va nous permettre donc d'automatiser ces tests. Alors là, on a une ligne de commande,
mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin, aller côté Visual Studio, voir un petit peu ce qui se passe également. Alors effectivement, si on peut repasser sur mon poste, la ligne de commande c'est très bien pour tester. Par contre, à partir du moment où on veut industrialiser un minimum, on préfère évidemment automatiser les choses. Et donc tout s'est bien passé, la build a marché, on y reviendra après. Et donc du coup, pour industrialiser ça, en fait, je vais revenir dans ma build definition que je ne vous avais pas montré entièrement ici, puisque je m'étais arrêté à la génération du package et à la génération donc, du projet de test d'interface que Jean-Sébastien vous a présenté. Et ensuite, j'ai une tâche que j'ai rajoutée, donc pareil, qui est fournie avec l'outil, qui permet d'aller exécuter justement ce test, donc d'exécuter la ligne de commande en fait, que Jean-Sébastien a générée sur Xamarin Test Cloud. Et donc j'ai juste un certain nombre de configurations à lui donner, où est-ce qu'est généré le fameux APK qui permet d'avoir l'application, ensuite une API key, un email pour me connecter à mon compte Xamarin Test Cloud. Et le point important ici, c'est cette petite chaîne ici, device, qui en fait identifie le test run qui a été créé dans Xamarin Test Cloud. Donc à partir de ces quelques caractères, Xamarin Test Cloud est capable de savoir quels sont les périphériques sur lesquels il doit jouer le test. Donc en l'occurrence ici, ce n'est pas celle que Jean-Sébastien vient de générer, puisqu'on avait lancé la build avant. C'est une chaîne où il y a un seul périphérique pour que la build se déroule plutôt rapidement dans le cadre de la démo. Et donc du coup, les deux dernières étapes, ça va être de signer l'APK, puisque j'ai validé que potentiellement tout était bon, et ensuite de publier mon artefact. Donc mon artefact ici, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux APK pour pouvoir le réexploiter un petit peu plus tard. Et donc ça, je vais le publier sur un répertoire drop qui sera réutilisable dans un process de release un peu plus tard. Et donc du coup, si je vais voir ce qui s'est passé dans la dernière build, puisque j'ai vu qu'elle était passée correctement ici, je peux voir que j'ai bien eu toutes mes étapes qui sont passées, et notamment ici l'étape de test sur Xamarin Test Cloud, où, si on regarde un petit peu, donc là c'est tout ce qui est upload des éléments vers Xamarin Test Cloud. Ensuite, en fait, Visual Studio Team Service va patienter, donc là j'ai mis qu'un seul device pour que ce soit relativement rapide, jusqu'à l'exécution complète des différents scénarios de test qui sont dans la DLL qu'on a compilé au préalable sur le device en question. Puis du coup, ce que je propose, Jean-Sébastien, c'est que tu nous montres un petit peu le résultat de ces tests. Tout à fait, donc on va repasser sur ma machine. Et je vais vous montrer un petit peu le rapport que ça donne sur Xamarin Test Cloud. Alors, à la fin de l'exécution de vos tests, vous allez avoir ce type de rapport avec, sur la gauche, les 7 tests que j'ai exécutés. Donc là, c'était un rapport du mois de septembre qui date un petit peu plus. Et j'avais fait donc cet essai sur 7 tests spécifiques et sur 4 périphériques. Si on va à l'intérieur d'un test, par exemple, qui n'a pas forcément très bien marché, je vais pouvoir regarder un petit peu les différentes captures d'écran, ce qui s'est passé. Et on voit par exemple que sur les tabs, je vais avoir un problème de form factor où il va falloir que je regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de mes assets graphiques, car c'est un petit peu stretché. Et on voit carrément que sur le Galaxy S3, mon application a visiblement crashé ou en tout cas ne s'est pas exécutée. Donc je vais pouvoir faire mes tests de cette manière. Alors ici, on n'a que des tests d'interface, mais on va en parler dans un instant. Mais imaginez très bien que votre application va être également liée à de la télémétrie et à du crash reporting. Et donc, forcément, tous les tests que vous allez exécuter là, si votre application crash, automatiquement, le crash report va être remonté à votre solution de télémétrie. Mais ça, on va en parler maintenant. Tout à fait. Donc, on va repasser sur mon poste. Merci. Donc là, ma build est terminée. Donc, au passage, dans Visual Studio Team Service, on réintègre automatiquement les résultats des tests. Donc là, il n'y en avait qu'un. Le graphique est plutôt simpliste, mais vous pouvez avoir toutes ces informations à votre disposition dans un seul et même outil, évidemment. Et ici, si on regarde ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il y a des artefacts qui sont publiés. Donc, en sortie de mon intégration continue, j'ai bien ici un répertoire drop qui contient l'APK qui est mon application. Et donc, du coup, si je résume un petit peu là où on en est pour l'instant, c'est qu'on a exécuté les 3 premières étapes. Donc on a fait une intégration continue qui est capable de tester automatiquement l'application et de produire un artefact à déployer. Et on va justement voir tout de suite comment est-ce qu'on va déployer cet artefact. Alors, on a racheté il y a quelques années une solution qui s'appelle OkiApp, qui est une solution qui permet de faire un certain nombre de fonctionnalités pour vous aider, vous, développeurs d'applications mobiles.
C'est une solution cross-plateforme et on va avoir 4 fonctionnalités importantes dans OkiApp. La première, ça va être surtout l'aspect déploiement en mode bêta, où on va pouvoir gérer un certain nombre d'utilisateurs, gérer des groupes d'utilisateurs, je vais vous montrer ça dans un instant, et également gérer toute la partie télémétrie, c'est-à-dire crash reporting, gestion d'événements particuliers, ainsi que le feedback des utilisateurs en direct, qui vont pouvoir être remontés des utilisateurs directement jusqu'au groupe produit. Donc on a l'ensemble de ces éléments, et si on retourne sur mon poste, je vais vous montrer un petit peu l'interface aujourd'hui qu'on a dans OkiApp pour l'application Aquent. Non, je vais passer sur mon poste directement, si c'est possible. Il n'y a plus personne en régie. Bonjour la régie. Ah, c'est parfait, bon. Merci. Merci Jeff. Merci beaucoup. Donc là, vous avez l'interface d'OkiApp. On va retrouver à l'intérieur les différentes versions de mon application. Et on va retrouver surtout une notion d'utilisateur. Alors là, pour le moment, on a un bêta testing qui est assez réduit, c'est juste entre Julien et moi. Imaginez simplement que vous pouvez avoir après des équipes complètes, des équipes avec vraiment des dizaines et des dizaines de personnes. Et on va pouvoir faire de l'A/B testing, c'est-à-dire que si vous souhaitez envoyer une version A à un groupe d'utilisateurs et une version B à un autre groupe d'utilisateurs, il n'y a aucun problème. La force véritablement d'OkiApp, c'est cette gestion, on va dire, multi-utilisateur pour faire du bêta testing. Si vous souhaitez même inviter en masse des gens pour des programmes de bêta, on a la possibilité d'auto-générer, on va dire, une page web où les gens vont pouvoir, depuis les réseaux sociaux, s'inscrire à votre programme de bêta, donner leur adresse email et s'inscrire à OkiApp pour directement recevoir les applications. Donc si je souhaite rajouter une version, soit je peux le faire manuellement, directement dans OkiApp, soit je vais pouvoir après basculer sur une autre solution qui va être celle de VSTS, on va la voir dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est de se placer côté utilisateur. Côté utilisateur, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle version et un nouveau package qui va m'être proposé, je vais être notifié, soit notifié par mail, et je vais pouvoir aller sur le site web pour aller télécharger le package, soit dans une application qui s'appelle OkiApp Mobile, et donc qui peut être installée sur Android par exemple, pour aller télécharger l'application. Et dernière solution, c'est être notifié directement depuis l'application, c'est-à-dire au démarrage de l'appli, simplement être notifié comme quoi il y a bien une nouvelle version de l'appli qui est disponible. Et pour ça, j'ai forcément des API qu'il va falloir rajouter dans mon application Android. Et on va pouvoir le faire. Juste avant que tu montes ça, si tu peux revenir sur le portail que tu avais sous les yeux à l'instant. Donc là, ce que vous pouvez voir, puisque tout s'est exécuté en fait pendant qu'on parlait, c'est que le changement que Jean-Sébastien a fait au début de publier la version 1.55, c'est arrivé dans OkiApp. Donc on va juste montrer la fin de l'expérience pour l'utilisateur ici, et ensuite je vous expliquerai tout ce qui s'est passé dans Visual Studio Team Service pour aller publier cette application. Parfait. Alors, juste pour vous montrer le code que j'ai rajouté, il est relativement simple. Ici, je fais un check for updates dans mon activité principale. Et la seule chose que je vais faire, c'est que j'ai ici une classe qui s'appelle Update Manager. J'appelle la méthode register. Et j'ai juste un identifiant qui correspond à OkiApp que je précise. C'est la seule ligne de code que vous avez besoin de rajouter pour vérifier qu'au démarrage, il y a bien ou non une application récente. Et alors, vu que nos modifications sont passées, je vais aller simplement vérifier dans mon application si tout se passe bien, je l'espère, ou pas. Voilà, je suis bien notifié que j'ai mon update et je vais pouvoir aller directement télécharger mon application, faire update, ça lance le téléchargement. Et l'application. Et je vais pouvoir aller jusqu'à l'installation de l'application. Se met à jour. Ok, alors on va repasser sur mon poste pour voir comment est-ce qu'on a fait tout ça, merci. Donc en gros, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on s'était arrêté donc à la build qui nous publie un artefact, et en fait lié à cette build, j'ai une release qui va me permettre de gérer le déploiement sur plusieurs environnements potentiellement. Donc là en l'occurrence, j'en ai qu'un seul, c'est mon environnement OkiApp, on va attendre que ça se charge ici. Et le déploiement est relativement simple. Donc en gros, une release dans Visual Studio Team Service, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est branché à une build. Donc là, on retrouve bien la définition de la build qu'on vous a montré avant, pour faire en sorte que à chaque fois qu'il y ait
une nouvelle build qui soit terminée dans un état de succès, évidemment, on puisse déclencher une nouvelle release pour publier l'application. Alors après, on a pas mal d'outils pour mettre en place des étapes d'approbation, pour qu'il y ait une validation humaine, évidemment, et certains jalons si c'est nécessaire, pouvoir programmer, dire bah, ok, je valide cette build, et puis je programme le déploiement à 23h ce soir pour ne pas impacter potentiellement mes utilisateurs, etc. Là, on l'a fait vraiment en continuous déploiement, la build se termine, ça déclenche la release. Et cette release, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle possède un seul environnement qui est OkiApp ici, qui va tout simplement aller récupérer ici le binaire qui était en sortie de la build, donc le fameux APK, et le pousser ici dans OkiApp, où je fais référence à mon ID d'application OkiApp, et j'ai défini une connexion en fait avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour me connecter au compte OkiApp que Jean-Sébastien vous a présenté jusqu'avant. Et donc du coup, bah, mon application, automatiquement, grâce à cela, quand la release s'est exécutée, si on va voir ici le rapport, on va pouvoir voir les logs à ce niveau-là. Et on va tout simplement voir qu'il est allé faire le déploiement sur OkiApp et qu'il a envoyé l'application et puis un petit fichier de release note qu'on pourrait éventuellement préciser aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette release, je sais exactement tout ce qui s'est passé, puisque tout est lié. Hein. Donc je sais qu'il y a eu un trigger qui vient d'un déploiement continu qui a été envoyé par Jean-Sébastien, qu'il y a eu tel build, donc je peux revenir dessus, je peux avoir les résultats des tests, etc. Bref, on est en train d'agréger toute l'information dans un seul et même endroit avec cet outil, ce qui est quand même la base quand on met en place ce type de chaîne d'industrialisation. Alors, on continue à avancer. Il nous reste un quart d'heure. On est parfaitement dans le timing. Et donc, du coup, on va passer à la dernière étape de notre cercle vertueux, j'ai envie de dire, d'amélioration en continu. Justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour recueillir du feedback à partir de cette application et comment est-ce qu'on fait pour récupérer des informations sur les éventuels crashs et bugs qu'il peut y avoir. Alors, pas mal de choses à gérer. On parle de feedback utilisateur, mais je vais traiter à la fois le feedback utilisateur et puis de manière générale tout ce qui va être crash reporting ainsi que télémétrie classique, c'est-à-dire si vous souhaitez faire remonter des événements spécifiques de votre application directement dans OkiApp. Et pour ce faire, eh bien, on va rajouter quelques lignes de code encore dans l'application, mais qui vont être assez faciles à mettre en place. La première, ça va être le Crash Manager. Donc de la même manière que tout à l'heure, j'ai rajouté la partie Update, eh bien, j'ai qu'une ligne de code pour faire ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir automatiquement faire remonter les crashs. Alors, ça n'a rien de magique. À chaque fois qu'on va avoir un crash, on va le garder. Et au démarrage, on va dire, de l'application, elle va tout simplement eh bien, proposer d'envoyer le crash report à l'utilisateur s'il le souhaite directement à OkiApp. La deuxième ligne, c'est Metrics Manager. À partir du moment où j'ai rajouté cette ligne, eh bien, je vais commencer à pouvoir identifier un certain nombre d'éléments par défaut, c'est-à-dire les sessions de l'utilisateur, le type de périphérique que les utilisateurs utilisent, ainsi de suite. On va avoir du reporting assez classique. Et à partir du moment où vous souhaitez eh bien, avoir du reporting qui est complètement personnalisé, on va faire appel, toujours à Metrics Manager, mais à une autre méthode qui s'appelle Track Event, dans lequel vous allez tout simplement préciser eh bien, les informations que vous souhaitez remonter directement auprès de la plateforme. Donc, à partir de ces trois éléments-là, sur la plateforme OkiApp, on va commencer à pouvoir eh bien, avoir ici les modèles qui correspondent aux différents modèles de téléphone utilisés, donc un OnePlus et ici un émulateur. Et je vais retrouver également mes différents éléments dans la partie Overview qui correspondent au crash de l'application, là j'en ai eu deux, au nombre d'utilisateurs, au nombre de sessions de mon application. Donc là on est toujours dans une phase vraiment de test early, donc il n'y a pas énormément d'informations. Et évidemment ce qui m'intéresse c'est d'aller voir les crash reports, de pouvoir les filtrer, de pouvoir vérifier quels sont les crashs qui interviennent le plus fréquemment pour pouvoir derrière eh bien, industrialiser ça et envoyer ces informations-là directement auprès des développeurs. Sur la section un petit peu event, on va retrouver également tous les events personnalisés que j'ai pu remonter directement à partir de mon application. Donc on a vraiment un portail qui agrège toutes les données. Mais pour reprendre la slide de tout à l'heure qui correspond finalement à tout ce qui va être feedback utilisateur, de la même manière,
OkiApp propose quelques lignes de code pour rajouter une activité de type Feedback Manager. L'idée est simple, avoir un bouton simplement dans l'interface Android sur laquelle je vais pouvoir directement établir une relation entre mon application et OkiApp et avec les gens qui sont derrière pour faire un dialogue, une discussion entre les équipes produits et l'utilisateur. Et donc là, sur mon clic, je vais directement lancer cette nouvelle activité. Et si je la lance, je vais pouvoir avoir, théoriquement, si le réseau est avec moi, une discussion. Voilà. Donc j'avais déjà eu une discussion qui était déjà en route avec les équipes produits. Donc je lui ai dit qu'il y avait un crash lors des chargements d'images. OK, pris en compte, je vais pouvoir lui répondre. Ah, il ne fallait pas utiliser le clavier. Je ne sais pas où je suis parti d'ailleurs. C'était une mauvaise idée. Alors, le clavier ne marche plus dans mon émulateur. Bon, il va falloir me croire sur parole. OK, je pense que je suis passé dans une configuration assez bizarre. C'est plus là, non? Pardon? Ah non, je sais pas. Bon. J'ai perdu le clavier. Bon. L'idée, c'est qu'on peut rajouter un message, on peut rajouter une pièce attachée si vous le souhaitez, par exemple une capture d'écran qui démontre le problème. Et tout ça, vous allez l'envoyer directement dans OkiApp, où je vais avoir une section feedback. Et je vais pouvoir directement récupérer la demande, répondre à l'utilisateur, OK, ainsi de suite, et lui répondre directement dans l'interface. Est-ce qu'on peut industrialiser ça un petit peu plus loin, cette partie feedback utilisateur? Alors, effectivement, on va vouloir centraliser ça dans un seul et même outil. Donc, si on peut repasser sur mon poste, merci beaucoup. Ce que vous avez peut-être vu tout à l'heure, c'est qu'en haut à droite, là, j'ai deux petites vignettes qui m'indiquent le nombre de bugs et le nombre de feedbacks qui ont été remontés et qui viennent s'alimenter en fait automatiquement dans mon backlog, puisque Visual Studio Team Service permet une gestion des éléments de travail. Et donc, du coup, je peux configurer OkiApp très simplement d'ailleurs. Hein, il suffit que j'aille dans les paramètres ici de mon application et je peux le connecter avec un certain nombre de bug trackers. Donc là, je l'ai déjà connecté. Donc ici, c'est connecté à Visual Studio Team Service. Et donc, du coup, je peux venir lui dire tu remontes les crashs, tu remontes les feedbacks, etc. Et puis, je peux personnaliser aussi le type d'éléments de travail que je veux créer, les areas dans lesquels je veux que ça parte, etc. J'ai la main pour tout configurer ici. Et donc, du coup, les feedbacks utilisateurs, je les retrouve directement sur mon écran d'accueil ici. Alors, hop, ça fait un peu de place. Donc, on retrouve exactement les deux mêmes que Jean-Sébastien nous a montré dans l'interface. Et on va retrouver... Excusez-moi. Et on va retrouver également... Alors, du coup, il va falloir que... Hop, je revienne là. Le message qui a été envoyé ici, et puis le lien vers OkiApp, si j'ai envie de voir toute la discussion, de poursuivre, etc. Et puis, évidemment, après, je suis dans mon outil de travail avec Visual Studio Team Service. Donc, je peux aller assigner cette tâche ici pour dire c'est telle personne qui va devoir régler ce problème-là, le passer dans un sprint, enfin, bref, faire le cycle de vie tout à fait normal. Et je vais avoir exactement la même chose pour les bugs, à savoir qu'ici, automatiquement, dans Team Service, j'ai le bug qui remonte avec toute la stack trace et tous les éventuels éléments additionnels qui reviennent directement ici, ce qui va me permettre de réinjecter tout ça dans mon backlog pour donner à nouveau du travail à mon équipe de dev, pour faire en sorte qu'une build reparte, qu'une phase de test soit faite, qu'une nouvelle version soit générée, qu'une nouvelle version soit disponible à mes utilisateurs. Et donc du coup, la boucle est bouclée, tout fonctionne de cette manière-là. Donc je vous rappelle juste ici ce qu'on a mis en place, donc un backlog, des développeurs qui travaillent sur des fonctionnalités, qui font des commits dans un contrôle de code source, qui déclenchent une build, un certain nombre de tests unitaires, d'interfaces graphiques, tout ça évidemment automatisé. Ensuite, un déploiement de l'application en utilisant OkiApp vers une population d'utilisateurs bêta pour qu'ils puissent tester facilement l'application, la mettre à jour sur leur téléphone, etc. et qu'ils puissent remonter du feedback. D'ailleurs, je dis utilisateur bêta, mais potentiellement, on peut aussi l'utiliser pour de la prod si on a envie de permettre à
aux utilisateurs de notre application, globalement, quel qu'il soit, de remonter du feedback. On peut tout à fait le faire aussi pour qu'ils puissent le déclarer directement dans l'application. Et juste la dernière slide qu'on a rajoutée un petit peu en catastrophe ce matin, puisque hier, et d'ailleurs encore aujourd'hui et demain, se tient un événement à New York qui s'appelle Microsoft Connect, avec une annonce qui a été faite hier sur le monde du mobile, donc Visual Studio Mobile Center, qui va être un nouveau portail qui va venir en fait agréger un petit peu tout ce qu'on vous a montré, puisque là c'est vrai qu'on a encore un petit peu de passage entre Xamarin Test Cloud, entre OkiApp, entre Visual Studio Team Service. Donc comme Jean-Sébastien disait, en fait, c'est des outils qu'on a rachetés assez récemment, hein, OkiApp et Xamarin. Et donc, du coup, là, la première phase, c'était de faire en sorte que tout s'intègre bien avec notre plateforme Visual Studio Team Service. La deuxième phase, c'est Visual Studio Mobile Center, faire en sorte d'avoir un seul portail qui va me permettre de gérer tout le cycle de vie de mon application mobile, enfin de mes applications mobiles, quelle que soit la plateforme de destination de celle-ci. Eh ben, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes pour y répondre. Merci beaucoup. Merci. Des petites questions? Oui. Vous voulez faire des tests unitaires, par exemple? Est-ce qu'on peut les exécuter sur... Les devices, ils sont connectés à Internet. Donc, en tout cas, ils sont tous connectés à Internet, mais c'est juste pour industrialiser la partie test, en fait, c'est ça? Test unitaire directement sur les périphériques cibles. Oui, non. Enfin, on parle des tests d'interface dans Xamarin Test Cloud. C'est ça? Oui, donc ça, on peut le faire. En fait, on peut moquer des données pour justement lui indiquer quels sont les champs à saisir au moment du test. En fait, c'est des différentes étapes. En fait, de la même manière qu'il y avait un app.screenshot, on peut récupérer la définition, par exemple, d'une textbox et puis aller injecter un login, un mot de passe. Et derrière, les périphériques sont connectés. Donc, c'est vraiment... Et en fait, le recorder, il va même enregistrer quand vous allez taper dans les champs tout ce qui se passe. Et puis, derrière, on va pouvoir exécuter ça, aller insérer des données dans une base, etc. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Je vais juste venir avec le micro parce que... Oui, donc votre ferme de device, elle est mutualisée. Comment vous gérez les accès concurrents et c'est quoi les limites en termes d'utilisation voilà. Alors, effectivement, ce qu'on fait pour gérer ça, c'est une file d'attente. Donc en gros, je ne sais pas si on l'a bien vu tout à l'heure quand Jean-Sébastien a fait la démonstration, mais quand vous sélectionnez les périphériques, il y a quelque chose qui indique leur niveau de disponibilité. Typiquement, en général, les périphériques récents sont assez disponibles puisqu'on en a plus. Ça dépend du nombre de devices qu'on a dans le data center, ça dépend de leur utilisation, etc. Donc ce pourcentage-là, il est indiqué. Ensuite, ça arrive, on a eu le cas ce matin, en fait, quand on a préparé la démo, où on a une build qui a duré un peu plus longtemps parce que le device n'était pas disponible à ce moment-là. Sinon, après, il n'y a pas de contrainte particulière, en fait, c'est plus de la patience. Donc si vous avez des tests qui sont énormes, ça peut mettre plusieurs heures à s'exécuter si vous voulez tester sur, je sais pas, une cinquantaine de périphériques par exemple. Et dans ce cas-là, ce qu'on conseille en général, c'est de faire des tests comme ça la nuit, quoi. Est-ce qu'on peut réserver des plages de devices? Ça, je sais pas, tu sais, Jean-Sébastien. Si on peut réserver quoi? Si on peut réserver des devices, dire à telle heure j'aurais besoin de 10... Pas à ma connaissance. Voilà. La seule information que vous avez, c'est si vous n'allez pas du tout attendre ou si vous allez attendre un petit peu plus. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de notion de pré-réserver des devices pour une certaine heure. Oui. On peut faire la même chose avec Cordova? Ah bien sûr, ça pose aucun problème. À partir du moment où vous avez un fichier APK, vous pouvez l'exécuter. Voilà.
Peu importe la technologie qui est derrière, même du React Native ou du natif développé Android Studio, à partir du moment où vous avez un APK, vous pouvez le tester, et pareil pour la partie iOS. Ok, bon bah, plus de questions. Merci beaucoup.